Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la 29e partie du championnat du monde d'échecs qui a eu lieu en 1978 à Baguio, dans les Philippines. C'est donc la 29e partie qui s'est disputée le 7 octobre 1978 qui oppose Viktor Korchnoi à Anatoly Karpov au cours de ce championnat du monde qui a été l'un des plus folkloriques, on va le dire, et les plus passionnants de l'histoire des échecs en raison évidemment de ce scénario. La partie donc se déroule après donc la 28e. Cette 28e partie venait d'être remportée par Korchnoi avec les Noirs. Karpov menait alors 5-3. Karpov avait gagné la 27e avec les Noirs. Korchnoi s'était imposé avec les pièces noires dans la 28e. Et dans ce match, eh bien, si vous connaissez un peu l'histoire de ce match, eh bien, Korchnoi, qui était mené donc 5-2 en 4 parties, allait réaliser une remontée à 5 partout, mais il a fini par échouer dans la 32e partie en concédant la 6e défaite. Donc là, cette 29e partie, elle est très intéressante parce qu'on va voir finalement un petit peu la façon de jouer de Korchnoi, comment il avait réussi à mettre Karpov en difficulté alors qu'il est au pied du mur, puisque eh bien, le champion du monde soviétique eh bien, n'était plus qu'à une victoire de conserver son titre. Donc Korchnoi a les pièces blanches et il joue C4, donc le début anglais, cavalier F6, cavalier C3, E6, et là donc Korchnoi joue E4 et pas D4 comme il avait fait pour transposer après fou B4 dans la défense nimzo-indienne qui s'est souvent produite dans ce match. Mais là, Korchnoi justement joue E4 qui transpose véritablement dans la défense, dans la partie anglaise, dans une variante qui s'appelle l'attaque Mikenas. Et c'est un choix volontaire qui a surpris Karpov parce que Korchnoi ne jouait pas beaucoup cette variante, qui était d'ailleurs assez peu utilisée à l'époque. Et donc aussi Korchnoi avait cette idée, ce plan entre guillemets avec les blancs, de sortir un peu Karpov des sentiers battus et des variantes qui avaient été très jouées dans ce match, et pour essayer de transposer la partie vers un terrain qui est censé être plus favorable à Karpov, c'est-à-dire un terrain plus technique. Donc ici, les noirs jouent C5. Alors on peut jouer aussi D5. Voilà, E5, D4, reprend, D prend, B prend, Dame prend F6. Là, bon, je vous renvoie aux études concernant cette ouverture. C5, c'est la réponse la plus audacieuse, puisque l'idée évidemment de tout ça, c'est d'avoir un centre de pion C4, D4, E4. E5, cavalier J8, D4. Donc là, Korchnoi ouvre le centre le plus vite possible. A noter que Kasparov, qui a joué plusieurs fois cette variante, préférait sacrifier un pion en jouant cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend, cavalier prend E5, cavalier D4, B5. Donc menace évidemment de jouer cavalier D6 échec. Et donc, et après A6, eh bien, on jouait cavalier D6, fou prend D6, dame prend D6, et on voit ici que les blancs, en compensation du pion, ont la paire de fous, plus d'espace, un problème de développement pour les noirs, et la domination justement des cases noires. A noter d'ailleurs que dans cette variante, si on joue D7, D6, eh bien, on peut jouer le coup C5, puisque sur D prend C5, on joue fou F4, et là, les problèmes des noirs sont assez graves. Le cavalier ne peut pas se retirer à cause de cavalier C7 échec. Si on joue F6, on joue fou prend E5. Alors on peut évidemment, si on joue tour prend, ça ne change rien. Voilà donc, et si on joue F prend E5, eh bien il y a dame H5 échec, G6,
et dame prend E5, et vous voyez que la menace cavalier C7 est toujours décisive dans cette position. Donc le coup D6 n'est pas bon dans cette suite à cause de C5. Le meilleur coup des noirs, c'est de jouer à 6, mais évidemment après cavalier prend D6, fou prend D6, C prend D6, et les blancs ont l'avantage. La paire de fous, un pion D6 qui est quand même très très fort, et puis un cavalier E5 qui est quand même pas très solidement installé. Voilà, donc ça c'était l'aspect théorique de cette variante. On va revenir à la partie. Donc jouer D2, D4, C prend, dame prend, cavalier C6, dame E4, D6. Donc là, les noirs veulent éliminer ce pion E5 qui est quand même assez gênant pour le développement. On peut jouer également F5, mais les blancs jouent dame E2, et sur A6, fou D2, et c'est une variante qui est à peu près similaire à celle du nôtre dans la défense sicilienne, mais les noirs ont plus de mal à se développer correctement. Donc là, le coup D6 est le coup le plus simple. Cavalier F3, D prend E5, cavalier prend E5, cavalier F6. Donc là, Karpov choisit de se développer et pas d'échanger en E5, parce qu'après cavalier prend E5, dame prend E5, eh bien il y a quelques petits problèmes qui se posent. Après cavalier F6, par exemple, on peut jouer fou F4, on peut jouer le coup fou F4 ou le coup fou E2, et en fait on s'aperçoit que les blancs ont un petit avantage avec cet espace, ce pion C qui occupe un peu plus de cases, et la majorité de pions à l'aile dame, donc la position est jugée légèrement bonne pour les blancs dans cette position. Donc cavalier F6, on peut jouer aussi fou D7, c'est un coup intéressant. Cavalier prend C6. Donc là, on va rentrer dans une séquence d'échange, mais attention, là, il faut être précis pour maintenir un équilibre assez facilement. Alors, on pourrait dire cavalier prend E4, cavalier prend D8, cavalier prend C3. Oui, mais après cavalier prend F7, roi prend F7, B prend C3. Alors, les blancs ont quand même un pion de plus, et même si ces pions sont doublés, le pion C4 quand même pas très fort, eh bien il peut poser problème, parce que par exemple les blancs aussi ont ouvert la colonne B pour la tour ici, donc ça peut gêner, et les noirs vont quand même devoir travailler pour la récupération du pion dans cette situation là. Bon, c'est peut-être jouable. Si on joue B6 par exemple, eh bien on peut envisager un coup comme A4 par exemple, qui est intéressant, A4, ou fou E3, qui peut être qui peut mériter l'attention, un fou E3. Et si on joue fou A6 par exemple, eh bien on peut jouer aussi un coup comme le grand roc. Et là, quand même, il peut y avoir quelques problèmes tactiques avec tour D7. Si on joue tour C8, tour D7, roi F6, on peut simplement rendre le pion après roi B2 sur fou prend, tour prend A7, et on reste toujours avec quand même un pion de plus dans une finale qui est quand même pas facile à jouer pour les noirs. Donc là, Karpov a trouvé un coup plus subtil, c'est dame B6. Voilà. Il retire la dame de l'attaque du cavalier et il attaque la dame, ce qui fait que par exemple les noirs peuvent choisir de reprendre avec le pion B. En plus, évidemment, le pion C6 est protégé. Après dame F3, B prend C6. Et en plus, les noirs ont du contre-jeu sur la colonne B, éventuellement, donc ce qui fait que le fou C1 ne peut pas sortir. Fou E2.
Donc Korchnoi développe ses pièces, fou B7, petit roc C5. Là, qu'est-ce qu'on peut dire de la position? Eh bien, si on fait l'analyse globale, alors si on regarde la position des rois, on va dire que le roi blanc a roqué, le roi noir n'a pas roqué, mais le roi noir n'est pas en danger. Par contre, le problème, évidemment, que les noirs vont devoir traiter, c'est quand même que la tour H8, pour l'instant, n'est pas en mesure de jouer. Alors, ils peuvent jouer, évidemment, le fou et roquer, ça peut être intéressant, mais attention quand même, la dame est sur l'aile roi, donc la dame va être obligée de jouer, hein, puisqu'elle est attaquée par le fou B7, mais en G3, en H3, il faudra voir. Si on regarde la structure de pion, alors on va dire qu'elle est légèrement meilleure pour les blancs, avec 2 îlots contre 3, un pion isolé C5, pour l'instant paraît difficile à attaquer, mais quand même, il faut voir aussi que les noirs ont quand même du contre-jeu, comme je l'ai dit avec la colonne B, qui gêne le développement aisé du fou. Voilà, si le fou veut sortir, il va soit falloir jouer B3, ce qui peut affaiblir le cavalier C3, soit jouer à tour en B1. Mais quand même, le contre-jeu noir peut se trouver de cette situation-là. Et puis, quand on parle de majorité de pions à l'aile dame pour les blancs, c'est vrai qu'elle existe, mais elle est théorique, puisqu'en fait, elle n'est pas facile à se créer. Hein. Elle serait plus facile si le pion C était sur la colonne B. Là, on aurait un avantage plus facilement visible. Alors, par exemple, les blancs vont devoir jouer un moment B4, et B4 peut être contré par exemple par C5, mais il y a aussi la poussée à 7 à 5. Tout ça, donc, on retrouve ça dans des variantes qui sont assez thématiques dans ce domaine-là. Voilà. Et puis, si on regarde aussi la qualité du développement, on s'aperçoit que pour l'instant, les pièces blanches ne sont pas particulièrement actives. Le fou E2 ne fait pas grand-chose. Le fou C1 est gêné par la menace en B2. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que les blancs soient très actifs. Alors, c'est vrai que les noirs n'ont pas roqué, mais ils peuvent jouer par exemple un coup naturel comme fou D6 qui peut résoudre une bonne partie des problèmes. Donc là, par contre, là, les blancs doivent jouer puisque leur dame est attaquée. Il y a 2 coups qui paraissent naturels, c'est G3 ou H3. Dans la partie, Korchnoi a préféré dame H3. Alors, pourquoi n'a-t-il pas joué dame G3? Parce qu'après fou D6, eh bien, la prise en G7 est évidemment très intéressante, sauf qu'il y a tour G8, et là, la partie est finie, puisque là, vous voyez ici, la collaboration de la tour et du fou va se faire contre G2, et va mener évidemment à la catastrophe du thème du moulinet. Donc, ici, évidemment, on ne peut pas prendre en G7. Si on joue fou F4, fou prend, dame prend. Alors attention quand même, si on joue dame prend B2, alors on peut se dire on peut le faire, sauf qu'il y a tour F1 C1, et là il y a une énorme menace, C tour B1, qui attaque respectivement la dame et le fou. Donc là il va falloir évacuer. Si on joue dame A3, il y a cavalier B5, et maintenant, eh bien, il y a les menaces en D6 et en C7 qui vont rapporter du matériel et qui vont tout simplement mettre fin à la partie. La dame est attaquée, hein, sur dame A5, il y a cavalier D6 échec, tout simplement. Donc là, c'est évidemment très dangereux, hein, la prise en D2. Je disais que c'était une possibilité noire, mais évidemment pas à n'importe quel prix. En l'occurrence ici, celle de menace tactique directe, qui illustre évidemment le fait que les noirs n'ont pas roqué. Donc là, sur dame prend F4, petit roc, bah là, il n'y a plus les menaces cavalier B5 et cavalier D6, puisqu'il n'y a plus d'échec. Là, les blancs sont obligés de jouer B3, et là, bon, les noirs peuvent égaliser de manière assez tranquille, en jouant fou C6, tour D8, ou d'autres coups, il ne se passe pas grand-chose. Encore une fois, l'avantage tactique
des blancs n'est pas si impressionnant que ça. Voilà, puis sans doute l'échange des fous des cases noires en fait aide plutôt la cause des noirs que celle des blancs. Donc Korchnoi évidemment a bien vu ça, il joue Dame H3, c'est la raison pour laquelle il joue Dame H3. Fou E7, Fou F3, Petit Roc, B3. Là de toute manière il faut jouer ce coup parce qu'il faut sortir le fou, il faut le développer. À noter que personne ne veut échanger en F3 parce que les noirs ne veulent pas replacer la dame sur une bonne case et les blancs ne veulent pas placer la dame en D7 qui aussi occupe une position très satisfaisante. Tour FD8, Fou E3. Donc ici, quand même, les blancs ont une petite pression parce que, on l'a dit, il y avait une faiblesse dans cette position des noirs, c'est le pion C5. Je vais mettre en route. Et Korchnoi va jouer d'une manière extrêmement classique, hein, c'est-à-dire faire en sorte d'accumuler des petits avantages, d'améliorer le placement de ses pièces pour exploiter, je vais dire, la seule faiblesse dans la position des noirs qui est la structure de pion. Est-ce que ça suffit pour prendre l'avantage pas beaucoup, mais ce qui est certain, c'est que ce sont les blancs quand même qui ont l'initiative, une légère initiative, mais ce sont eux qui vivent de la partie. Et même si dans ces positions, les blancs n'ont pas l'avantage, ils imposent quand même leur jeu aux noirs, et les noirs doivent se placer en défense. C'est pas forcément facile d'accepter ce genre de situation. Donc là, Korchnoi, en fait, joue une position sans risque, il ne risque pas de perdre. Ce qu'il va faire, c'est pousser Karpov à la faute, en sachant que Karpov est en train physiquement de fatiguer, hein, il a perdu beaucoup de poids, et ça Korchnoi l'avait vu notamment dans le match de 74, où Karpov avait fini épuisé, et Korchnoi compte sur son endurance physique, sa résistance, pour faire craquer son ancien compatriote. Korchnoi joue Fou C6. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les blancs menacent de continuer par cavalier A4. Voilà, si on joue cavalier D7, cavalier A4, dame C7, tour D1. Voilà, par exemple, ici on a l'exemple d'une position sans aucun risque pour les blancs, mais où il y a une petite pression, mais qui n'est pas facile à renforcer, mais qui peut être quand même un peu désagréable. Karpov, évidemment, avec les blancs se régalerait, mais avec les noirs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il joue Fou C6, voilà, évidemment. Après cavalier A4, il échange. Après cavalier A4, tout simplement, il y a dame C7. Voilà, et la prise en C5 est en fait totalement factice, puisqu'il y a fou prend F3. Cavalier A4, dame C7, fou prend C6, dame prend C6. Voilà. Tour D1, tour C8. Là, Korchnoi propose des échanges, mais c'est pour renforcer le contrôle de la colonne D. Voilà. Par exemple, sur tour franc D1, on ne joue pas tour D8, puisque après la prise, le pion C5 tombe. Donc là, c'est pas un bon coup, parce qu'en fait, les blancs contrôlent la colonne D. Voilà. Alors certes, les noirs tiennent les cases d'invasion, mais les blancs peuvent, par exemple, essayer de renforcer leur attaque par dame G3, dame E5, des choses comme ça. Donc Karpov fait profil bas, c'est souvent la meilleure chose à faire. Hein. Il ne faut pas créer de faiblesse lorsqu'on est en défense, il faut limiter les créations de faiblesse. Donc il faut plus jouer avec les pièces qu'avec les pions. En sachant que toute poussée de pion, évidemment, change la nature de la position et peut créer des faiblesses. Dame G3. Donc ici, Korchnoi replace sa dame. Voilà, une case où elle peut revenir dans le jeu. Et là, nous sommes à un premier moment de la partie, c'est le 21e coup. Karpov joue Fou D6. C'est un coup tout à fait naturel. Pourquoi? Parce que Karpov pense que
même si le pion C5 est attaqué, les blancs ne peuvent pas le renforcer, la position est égale. Et Karpov va faire une série de coups un peu imprécis, comme il a eu l'habitude de faire durant ce match. Hein, souvent il avait tendance à se relâcher, alors c'était souvent quand il avait l'avantage, mais pensant que peut-être les choses étaient plus faciles, et bien Karpov commence justement à relâcher sa concentration, sa précision. Et là, visiblement, bon, il n'y a pas grand-chose à se produire. Dame H4, fou E7. Sauf que là, évidemment, il y a une différence. Tout à l'heure, c'est que la dame était en H3 et pas en H4. Et Korchnoi va en profiter pour jouer F3. Et là, l'idée est évidemment extrêmement simple. C'est dame F2 pour renforcer la pression contre C5. Alors, on va revenir à dame G3. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait peut-être jouer cavalier E4. Et sur dame F3, on peut jouer F5. Alors certes, le pion E6 devient arriéré, mais le cavalier en E4 est très très bien placé. Et c'était peut-être une solution. Maintenant, l'ordinateur dit que fou D6 ne pose aucun problème. Voilà. Parce que fou E7 répète les coups. Mais peut-être d'ailleurs que fou E7 n'était pas le coup optimal. C'est quand même difficile de trouver un coup vraiment meilleur que fou E7. L'ordinateur propose tour D7. Moi je veux bien, mais est-ce que l'ordinateur est vraiment supérieur dans ce genre de position? Je n'en suis pas certain. Là, le coup F3, il est intéressant parce qu'il enlève des cases, notamment le cavalier en E4. On disait dans la variante tout à l'heure, cavalier E4 c'était pas mal. Et la dame va donc en F2. Roi F8, dame F2, tour prend D1, tour prend D1, dame C7. Donc là, Karpov échange une tour pour alléger sa position dans cette partie. Il est certain que les blancs sont plus à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Korchnoi propose un coup, c'est dame G3. Il propose l'échange des dames. Pourquoi propose-t-il l'échange des dames? Là, parce que il élimine une pièce qui est quand même bien placée en défense, c'est la dame, puisqu'elle défend le pion C5. Mais aussi, il dit une chose. Qui peut défendre le pion C5 après l'échange? Comme ceci, puisque ça a été échangé. C'est pas le cavalier en D7, puisqu'il n'est pas protégé. C'est la tour. Et donc là, Korchnoi dit, il y a des pièces de valeur supérieure qui défendent que celles qui attaquent. C'est le fou et la tour qui défendent une attaque menée qui est par le cavalier et le fou. Donc ça veut dire que la tour va être paralysée, entre guillemets, en tout cas confinée à la défense, alors que les blancs, eux, n'ont pas encore utilisé leur tour en attaque. Leur tour, elle sert à contrôler notamment la case D7. Donc Korchnoi se dit, moi je vais pouvoir jouer ma tour, alors que Karpov va devoir placer sa tour en défense. C'est un peu tour contre cavalier. D'accord? Le cavalier va être plus libre, quoique il faut bien voir les choses, mais aussi les noirs donc, vont devoir jouer de manière assez passive. Mais Karpov a vu aussi qu'il y avait d'autres menaces après cet échange, c'est G4. Et la G4 restreint très très fortement le champ d'action du cavalier. Parce qu'il y a la menace G4, il y a la menace G5, et en plus, il y a les pions doublés, et l'avantage des pions doublés, c'est qu'on peut jouer 2 fois le même coup, c'est-à-dire qu'on peut jouer G4, G5 et G4. Et là, le cavalier noir va quand même avoir des difficultés pour trouver une case où s'activer. Donc, Karpov a bien vu ça, et il joue le coup H5, qui est un très bon coup, puisqu'il empêche G4. Alors, est-ce que ça affaiblit véritablement la case G5? Pour le moment, les blancs n'ont pas intérêt à jouer fou G5, hein. Ça n'a aucun intérêt de jouer ce coup.
roi F2, roi E8, roi E2, G6. Donc ici, Karpov a replacé son roi vers le centre, vers E8, ce qui lui permet de jouer cavalier D7. Et donc de libérer la tour de la défense de ce pion C5. Donc là, aussi, ça veut dire que la tour peut jouer. Sauf que le problème des noirs, c'est que la tour en C8, pour l'instant, elle n'a pas beaucoup d'objectifs. Hein, encore une fois, il n'y a pas de colonne ouverte. Hein. Si à tour D8, les blancs peuvent refuser l'échange, ils ont intérêt à refuser. Enfin, là, ils peuvent prendre, ils gagnent un pion, mais les noirs, de toute façon, ne peuvent pas faire grand-chose actif avec leur tour. Donc là, la position est de toute manière légèrement avantageuse pour les blancs. Est-ce qu'elle peut donner un avantage important? Non. Clairement, on est dans une position où les noirs tiennent le coup, voilà, mais ils sont soumis à une petite pression, et cette petite pression n'est pas facile à gérer. Korchnoi, ici, joue cavalier C3. Alors, voilà les coups typiques, j'allais dire, des techniciens, et souvent d'ailleurs des joueurs de l'école russo-soviétique. La qualité première qu'avaient les joueurs de l'ancienne école soviétique, c'est d'avoir une technique irréprochable. C'est pas simplement d'être capable de sacrifier des pièces, mais c'est d'être capable d'accumuler des petits avantages. Et là, Korchnoi cherche à accumuler d'autres avantages en redéployant son cavalier par la case C3 pour aller en B5. Et donc, en B5, ça veut dire attaquer le pion à 7 et forcer à 6. Et après A6, joué par Karpov, cavalier à 4, et là, d'un seul coup, une autre case devient faible, c'est la case B6. Donc là, ici, comment Korchnoi accumule des petits plus? Est-ce que ça suffit pour dire qu'il a l'avantage? Il a un léger avantage, mais ça ne suffit pas à dire que cet avantage est décisif. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut quand même constater, c'est que pour l'instant, le jeu se concentre plutôt sur l'aile dame et un peu sur le centre. Or, pour que Korchnoi obtienne quelque chose, il faut qu'il arrive à créer un autre front, une brèche ailleurs, là où les noirs ne peuvent pas défendre aussi efficacement. Et cet autre endroit, c'est là, c'est-à-dire c'est l'aile droite. Donc ici, Karpov joue tour C6. Karpov ne prend aucun risque, il joue en défense. Voilà. Il est aussi dans son élément, dans la mesure où dans ses positions techniques, il est plus à l'aise. Même face à un Korchnoi qui est aussi un très bon joueur dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Et il tient très bien avec sa tour. Voilà. Bon, on pouvait envisager cavalier D7 en sachant que, par exemple, hein, la combinaison de finale, tour prend, roi prend, cavalier B6, roi C7, cavalier prend C8, roi prend C8, ne mène à rien. Voilà, la finale est égale. Mais par contre, comme je disais, les blancs pouvaient tenter soit de jouer tour H1 et G4, soit de jouer G4 tout de suite. Après H prend G4, F prend G4. Les blancs ouvriraient la colonne H. Bon, après, est-ce que ce serait quelque chose de concret? C'est sûr que là, il y a la menace tour H1 et tour H8 qui serait quand même assez gênante. Donc Karpov joue tour C6. Donc là, Korchnoi, comme j'ai dit, joue tour H1, il faut ouvrir un autre front, et c'est à l'aile droite. Fou D6, fou F2. Et là, nous allons arriver à un deuxième moment crucial, c'est ce 32e coup où Karpov joue cavalier D7. Et j'allais dire qu'on aurait été très nombreux à jouer cavalier D7. C'est un coup qui paraît logique. On protège le pion C5, ça permet éventuellement de libérer la tour
de cette tâche. Et puis, éventuellement, pourquoi pas, on peut replacer le fou, le cavalier, en E5. Donc, ça peut donner l'activité. On peut même jouer, par exemple, cavalier D6. Eh bien non. Eh bien non, Karpov a commis une erreur de jugement. Il fallait jouer roi D7. Il fallait jouer roi D7 parce que là, en fait, comme je disais, Korchnoi va ouvrir le jeu à l'aile roi. Et Karpov a sous-estimé l'ouverture de l'aile roi par G4. Voilà. Et en fait, le cavalier, s'il était resté en F6, il aurait empêché G4. H prend, tour H8, roi E7, F prend G4. Alors vous allez dire, les pions de l'aile roi blanc sont pas très très bons, sauf que par exemple, il peut y avoir G4, G5. G4, G5 fixant quand même la structure. Vous avez un pion qui va en fixer deux. Et là, vous pouvez avoir quand même quelques problèmes assez concrets sur l'aile roi. Donc, c'est pas simple. Et puis, on s'aperçoit que la tour en C6, elle a plus beaucoup de cases. Elle a la case C7, mais s'il y a C7, il y a tour A8. Et puis, il peut y avoir tour A7. Enfin, les noirs vont commencer quand même à se trouver un peu embouteillés. Hein. Donc, l'erreur de cavalier D7, effectivement, elle peut se payer un peu cher. G5. Alors, peut-être, effectivement, le meilleur coup, c'était fou E5, chassant la tour. Après, tour G8, et éventuellement fou D4. Fou D4, après fou prend D4, C prend D4. Voilà, roi D3. Alors, attention quand même à ne pas s'embarquer dans des variantes. Enfin, on peut jouer cavalier E5 échec, roi prend D4, cavalier prend G4. Bon, là, c'est une finale, c'est sans doute jouable, mais attention quand même, hein, il y a deux pions passés potentiels pour les blancs. C'est sans doute une option beaucoup plus active. Bon, on peut jouer peut-être E5, mais là, il peut y avoir le coup G5 qui empêche cavalier F6 ou même des coups pareils. Donc là, et puis les blancs peuvent jouer ensuite D4. Donc fou E5 était peut-être meilleur. Voilà. Est-ce qu'il fallait prendre en D4 aussi? Je sais pas, hein, sur fou G3, cavalier F6, fou H4, ou alors jouer fou H4 échec, qui était intéressant. Bon, est-ce qu'on peut jouer F6 avec l'idée tour prend G6, cavalier E5, ou roi F7 d'ailleurs, tour H6, roi G7, G5, je sais pas. En tout cas, fou E5 me paraît la meilleure défense, en tout cas paraît une bonne défense. Voilà, alors peut-être aussi que les blancs peuvent jouer tour H7, mais bon, après c'est à voir si par exemple cavalier F6 ne tient pas quand même, hein, sur tour H3. Voilà, bon, c'est toujours, faut faire attention parce qu'évidemment il y a pion C5, il faut voir fou D4. Karpov a joué le coup plus radical, c'est G5, hein, parce qu'il va empêcher G4, G5. Fou E3, F6, cavalier C3. On approche du 40e coup, contrôle de temps, de l'ajournement, et là, Korchnoi a une position qui lui est favorable et qui lui est agréable. Hein, voilà, il a acquis quand même sur ses 5 derniers coups des avantages. La tour est sur la colonne H, la 7e rangée s'est ouverte avec les pions noirs sont faibles, les pièces noires sont assez passives, donc c'est quand même pas mal. Mais là, Karpov joue un coup, c'est roi F7, il joue un coup normal. On va dire, lorsqu'on s'approche du 40e coup à l'époque où il y avait l'ajournement, quand il y a le contrôle de temps, on cherche à jouer des coups entre guillemets sûrs, c'est-à-dire qui n'engagent pas trop, où on peut entre guillemets gagner du temps pour pouvoir avoir une réflexion plus approfondie avec le temps crédité. Là, roi F7, c'est un coup qui paraît normal,
mais qui va renforcer le jeu des blancs. Le meilleur coup, c'est cavalier E5, avec l'idée cavalier E4, cavalier prend, tour H7, roi F8, cavalier prend D6, cavalier prend E3, hein, parce que sur tour prend D6, il faut prendre C5. Et sur roi G8, eh bien, il y a fou prend D6, roi prend H7, C5. Et hop, voilà, le cavalier ne peut pas revenir défendre. Sur cavalier D6, C6, cavalier F5, bah, on joue tout simplement fou E7. Et puis c'est fini. Donc cavalier prend, tour F7, roi G8, roi prend E3, tour prend D6, tour C7, et le pion C5 va tomber. Mais attention, les noirs ont quand même ce contre-jeu là. Donc les blancs vont récupérer leur pion noir, mais ils ont une finale qui est peut-être un peu meilleure, mais pas beaucoup plus. Je pense que la finale devrait se terminer par la nulle avec un jeu correct. Mais Karpov n'a sans doute pas le temps de tout calculer. Il joue roi F7. Tour H7, roi 8, cavalier E4, fou E7. Et là, c'est Korchnoi qui joue un coup inutile, tour H6. Peut-être c'est pour répéter les coups. Je pense que Korchnoi joue pour répéter les coups. Il ne sait peut-être pas qu'il est au 40e coup. Il a eu beaucoup de problèmes de temps dans ce championnat du monde, qui lui ont coûté d'ailleurs sans doute 3 défaites. En tout cas au moins 2 défaites. Et là, il fallait jouer, ce qu'il a joué plus tard, c'est fou D2 avec l'idée fou C3. Voilà, attaquant F6. En replaçant ici, le pion F6 est vraiment en difficulté. Donc là, les noirs auraient sans doute été obligés de jouer F5, mais là, les choses auraient été quand même pas très bonnes, parce que le pion G5 à son tour aurait été affaibli. Et les blancs n'auraient pas pris en F5, si noirs sur F5. Justement, ils auraient laissé fixer le pion G5. Donc là, on répète les coups, et là, par contre, Karpov, au lieu de revenir en 8, il joue en F8. Voilà, puisque s'il y a fou D2, cavalier E5, cavalier F2, cavalier F7, et là, en fait, la tour est repoussée, il va y avoir roi G8, la tour est repoussée, et les blancs ont perdu tout avantage utile. Donc Korchnoi reprend les coups, roi F7. On peut se dire pourquoi pas roi G7. Bah, peut-être tour E8, roi F7, tour A8. Finale pas super agréable à faire. Peut peut-être se tenir, certainement se tenir, mais c'est pas une finale, encore une fois, qui est très très amusante à jouer pour les noirs. Hein. Voilà, cavalier E5, on joue tour A7. Voilà. Sur roi F7, Korchnoi ne joue pas tour A8. Il préfère jouer fou D2, comme on l'a dit, pour maintenir la pression en F6. Il n'est pas obligé de jouer tour A8. Donc, il maintient la pression. Karpov joue cavalier G8, F8, pardon, tour H1. C'est étonnant de voir ça. Mais finalement, comme la 8e rangée est fermée, eh bien, il faut trouver autre chose. Cavalier G6, roi G6 et tour D1, et c'est la colonne D. Donc là, encore une fois, on est sur du jeu très technique. Voilà. Korchnoi a attaqué à l'aile roi. Il a obtenu des résultats. Karpov a réussi à colmater les brèches. Mais justement, Korchnoi, en multipliant les mouvements de pièces, en changeant à chaque fois d'aile ou d'orientation ou d'objectif, eh bien, veut déstabiliser Karpov en disant bah, les noirs ne pourront pas tout défendre en même temps. Voilà. Les noirs vont se désorganiser pour défendre un côté, donc on va essayer d'en profiter. C'est ce que Korchnoi fait. F5, ça c'est logique. Cavalier F2, il ne faut surtout pas prendre, après E prend F5, G prend F5,
j'allais dire, je me demande même si ce ne sont pas les noirs qui sont légèrement mieux. En tout cas, bon, il n'y a pratiquement rien dans cette position. Hein, les noirs ont réglé leur problème. Cavalier F2, voilà. Donc 47e coup. Et là, nous sommes à un nouveau moment critique de la partie. Karpov a repoussé l'initiative de Korchnoi, qui n'a pas très bien joué, mais qui quand même maintient encore la pression. Et là, Karpov, à nouveau, va commettre une faute de relâchement. Il va jouer fou D6, décidément. Alors fou D6 tout à l'heure était un coup légèrement imprécis, parce qu'il favorisait légèrement les blancs, mais là, les choses vont être un peu plus sérieuses. Ici, eh bien, ce coup, j'allais dire, apparemment sans histoire, va poser des problèmes. Il fallait sans doute jouer cavalier H7 pour jouer cavalier F6 et attaquer le pion G4. En sachant que sur F prend G4, K prend G4, donc là il y a une menace quand même, c'est cavalier E5 échec. Sur roi F5, il y a cavalier F2, et ici les blancs peuvent menacer G4, roi F3, cavalier E4. Voilà, ils peuvent jouer G4, je vais vous montrer la suite. Voilà. Sans doute ici, roi F3, cavalier E4, installer leur pièce sur case blanche, et là démontrer aussi eh bien, la supériorité des blancs sur les cases de cette couleur-là, puisque les noirs n'ont pas le fou de case blanche, ils ont peut-être le cavalier, mais aussi vous voyez que le fou noir est gêné par le pion C5, le pion G5, c'est le mauvais fou, et donc avec le cavalier en 4, ces deux faiblesses sont fixées. Donc là, fou D6, c'est un coup qui paraît assez neutre, et finalement, eh bien, Karpov a raté la suite, et son équipe ont raté la suite. Fou C3, cavalier D7, G prend F5 échec, G prend F5, je disais tout à l'heure que les noirs n'auraient aucun problème. Sauf que là, après G4, et bien là, tactiquement, il y a une réfutation à fou D6. G4, c'est le coup qui réfute fou D6. C'est le coup qui échappe. Pourquoi? Parce que sur F prend G4, eh bien on joue, F prend G4, on joue cavalier E4, et voilà l'erreur de fou D6, c'est que les deux pièces mineures noires se trouvent sur la colonne D, et il y en a une des deux qui est perdue. C'est la réfutation de fou D6. Et donc là, grâce à ce coup, eh bien, Korchnoi va prendre l'avantage parce qu'il va fixer à nouveau ce pion G5 sur les cases blanches. Il va prendre l'avantage sur les cases blanches avec ce coup G4. Alors, fou E5 qui était proposé, tour prend D7, fou prend C3, G prend, roi prend, tour D5, attaque G5 et attaque aussi C5. Ça va pas être simple, hein. Si on joue roi F4, cavalier D3, roi F4, cavalier D3, roi G4, sans doute, cavalier prend C5. Alors on peut jouer peut-être tour G6 pour essayer de pousser le pion G, mais est-ce qu'on ne peut pas jouer un coup comme roi F2, voilà, qui revient en défense, et les noirs ont quand même un pion de moins. Le pion G5 est quand même une cible, et les pions blancs, eux, sont pour l'instant invulnérables. Donc ça va être quand même assez compliqué de défendre ça. Donc Karpov joue cavalier B6, roi F3, voilà donc la domination des cases blanches. Sur F prend G4, échec, roi prend G4. Et là on voit que le pion G5 est faible, voilà, parce qu'il peut y avoir le cavalier ici, le fou qui revient éventuellement en arrière, et puis si le cavalier noir s'en va, il y a la tour qui s'y mène. Fou E7. Vous voyez que l'erreur de Karpov, fou D6, elle est imperceptible, mais elle a des conséquences qui vont être extrêmement importantes. Fou E7, fou A5. Alors là, ici, Korchnoi menace d'échanger son fou contre le cavalier, en sachant que le cavalier domine le fou dans ces positions-là, puis surtout ça permet d'accéder à la case G5. Alors pour l'instant, il n'y a pas intérêt, mais ça veut dire aussi que la tour noire doit rester en défense. Parce que si le cavalier s'en va, par exemple en C8, là en C8,
tout simplement, on peut jouer G prend, roi prend, tour D5, roi G6, et puis, allez, on peut jouer soit peut-être cavalier D3, qui menace cavalier E5, soit peut-être roi G4, avec la menace cavalier E4, ou cavalier E3, cavalier D3. Donc là, c'est quand même, encore une fois, une position très très désagréable pour les noirs. Donc Karpov défend par tour F6, roi G2, F prend G4. Alors, certains se diraient, mais pourquoi il n'a pas joué F4? Sans doute parce que après F4, il peut y avoir peut-être roi F3 suivi de cavalier E4. Voilà, il y a un pion passé noir, mais ce pion passé, il sert à rien. Et puis, le pion G5 reste très très faible. Voilà, donc il n'y a pas de solution. Et ce pion passé, il est complètement inutile. Enfin, pour l'instant, il n'est pas facile à valoriser. Donc là, Karpov a intérêt à essayer aussi de s'activer un petit peu. Donc il échange en G4, tour E6, roi F3, fou F6. Et là, Karpov se dit, bah, je vais installer mon fou en D4, et là, je vais régler mes problèmes. Évidemment, cavalier prend F6, tour prend F6, roi G4, avec la menace, fou prend B6, tour prend B6, tour D5, et il y a un des deux pions qui saute. Évidemment, là, les noirs peuvent serrer la main de leur adversaire, même si les deux joueurs ne se serraient pas la main. Donc là, il faut faire autre chose. Alors, tour F4, bah, roi G3, mais là, le cavalier, il est complètement dominé. Hein. Cavalier C8, oh, bah, on peut jouer peut-être tour D5, je sais pas, fou D8, qui empêche d'ailleurs cavalier E7, et tour D5, qui va gagner un pion. Si on joue tour F5, bah, on peut jouer tour D7 par exemple. Voilà. C'est l'exemple d'une domination sur le cavalier noir. Donc là, Karpov préfère jouer tout de suite, évidemment, cavalier C8, ça lui permet de jouer cavalier D6. Alors, aussi l'ordinateur propose de sacrifier, voilà, de sacrifier roi G3, cavalier prend, B prend, tour prend C4, en se disant que en éliminant le pion A2, on fera mieux. A voir, fou B6, roi F5. Bon. C'est difficile à voir. Voilà. C'est difficile à voir. Évidemment, sur tour D5, il y a échec, il y a roi E4. Et sur tour prend G5, il y a tour C2. Il y a tour C3 échec, roi H4, tour A3. C'est sûr que là, ça va faire nul. Ça va faire nul. Ça va se terminer comme ça. Alors, est-ce que la défense n'était pas la meilleure? Est-ce que l'ordinateur n'a pas trouvé un moyen de s'en sortir en comptant sur le pion A? Ah, c'est possible, c'est possible. C'est peut-être la meilleure défense. Voilà. Mais bon, facile à dire, parce qu'il faut aussi ne pas se tromper avec les noms. Donc on revient à la partie, cavalier C8, fou D8, tour F4, roi G3, tour F5, A4, voilà. Donc là, Korchnoi, à la manière russe, il vise, hein, il veut jouer A5, il veut fixer les pions noirs sur leur case. Le pion A6 est très faible, il est quasiment condamné, et donc il faut l'empêcher de faire kamikaze du genre A5, A4. En sachant que tour D7 et tour C7, installé à tour ici, est évidemment très bon. Mais Korchnoi joue à la manière, vraiment très classique, je renforce mon avantage, je n'ai aucun risque. Roi F7, tour D3, tour E5. Bon. Karpov pouvait jouer roi G6,
pour attendre la suite, mais encore une fois, une défense passive, ici, c'est compliqué. Là, la position, même si l'ordinateur ne chiffre pas, ne dit pas forcément que c'est désespéré, c'est une position qui est quand même très très difficile à jouer, et les Noirs ont quand même toutes les chances de perdre. J'allais dire que stratégiquement, c'est perdu. Vous avez 3 pions contre 3 pions, et vous avez 3 pions isolés, et un fou contre et un cavalier face au fou, sachant qu'évidemment le fou est plus fort dans des finales où vous avez des pions de part et d'autre, en tout cas sur l'ensemble de l'échiquier. Donc là, ça devient compliqué. Les Noirs n'ont aucune perspective de contre-jeu. Roi G4, Roi G6, A5, tour E4, Roi F3, tour F4, Roi E3, tour H4, tour D5, voilà, ça y est. Maintenant, on passe aux choses plus concrètes, à l'attaque. Alors certes, Karpov va gagner le pion B3, tour H3, Roi D2, tour prend B3, tour prend C5, voilà, cavalier menacé, tour B8, défend, tour C6, Roi F5, tour prend A6. Le pion A devient dangereux. Évidemment, Karpov tente sa chance avec le pion G. Tour F6, Roi E4, fou C7, tour B2, Roi C3, tour B7, fou H2. Le fou doit surveiller le pion, et donc il reste sur la diagonale. Il y a quand même une menace qui peut être tour F4 échec. Donc qui est une menace qui est décisive. La finale, elle est perdue. Tour H7, fou B8, tour B7, fou G3. On tourne un peu, ça coûte rien. Tour B1, tour F4, Roi E3, tour F8. Bon, évidemment, tour prend G4. Voilà, sur Roi F3, on joue tour G7. Sur tour G1, il y a fou E5. Si on joue tour A1, par exemple, il y a fou C7 tout simplement qui gagne dans cette position. Bon, tour F8, voilà, cavalier E7 et A6. A6 et au 79e coup de cette partie, eh bien, Anatoly Karpov abandonne. Pourquoi? Parce qu'après A6, eh bien, tout simplement, la progression des pions ne peut plus être empêchée. Si on joue tour A1, eh bien, il y a A7, tour prend A7 et fou F2 échec. Et voilà la petite enfilade. Très sympathique. Si on joue cavalier C6, il y a tour C8, cavalier A7, tour A7, roi F3, fou D6, c'est fini. Alors après, on peut dire sur tour C8, on défend V6, tour A8, roi F3, fou D6, G3, fou C5. En plus, ça a l'avantage de contrôler la case G1. Voilà. Tour C8, G2, tour prend, G1, fou prend, A7. Et évidemment, c'est fini dans cette finale. Tour A1, tour C7. Là, ici, évidemment, si vous enlevez le pion C, ça peut être une autre histoire. Mais le pion C fait la différence. Voilà donc pourquoi après A5, A6, Karpov abandonne. Donc cette partie qui a été la deuxième partie consécutive gagnée par Viktor Korchnoi, qui lui avait permis de revenir A5, A4. Dans la 31e, Korchnoi égalise A5 partout, mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, eh bien, il a perdu la 32e et le match. Voilà. Quels sont les thèmes que l'on peut retenir? Évidemment, c'est un jeu ultra technique, le milieu de jeu et les finales sans les dames. Toujours, voilà, la pression, la technique de Korchnoi qui n'a pas été complètement irréprochable, mais à savoir quand même qu'un joueur comme Karpov, qui est considéré comme un des plus grands techniciens de l'histoire des échecs, eh bien, a pu être surclassé par un joueur dont d'ailleurs c'était l'un des points forts quand même. Ce genre de partie, et comme je l'avais dit, c'est ce genre de jeu qui paradoxalement a pu poser des problèmes à Karpov plus qu'un jeu ultra agressif. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. J'espère vous retrouver pour une analyse d'une autre partie d'échecs. Merci.